Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne la série du bilan de 2023. On a déjà un peu fait le tour d'horizon de mes lectures et de mon ressenti personnel sur l'année passée et ce qui va se passer. Aujourd'hui, ce sera un retour sur les coups de cœur de cette année qui vient de se terminer et revoir un peu ensemble ce qui a fait la différence. Alors, comme vous le savez, je suis quelqu'un d'assez difficile. Alors, je dois pas être le seul, hein, j'ai pas un coup de cœur toutes les 2 minutes. C'est quelque chose de. Chez moi, j'arrive pas. Comment définir chez moi un coup de cœur? Alors, je peux pas vraiment vous dire ce qu'il sera de ce qu'il sera pas. Bien évidemment, comme tout le monde, tu peux adorer un livre et si la fin ne te convient pas ou que tu la trouves tirée par les cheveux ou quoi, ça peut d'un seul coup, un coup de cœur peut se transformer en déception. Mais je pense que chez moi, ça se traduit avant tout soit par de l'originalité. Quelque chose qui me semble vraiment singulier, que j'ai jamais lu nulle part. Alors je dis pas, attention, que je suis celui qui va trouver les pépites, enfin bref. Quelque chose qui par rapport à mon parcours de lecteur fait que il marque la différence. Ou alors vraiment qui m'a apporté une très forte émotion, parce que même si l'histoire peut paraître un petit peu bancale, peut avoir quelques défauts, j'en tiendrai moins rigueur si franchement j'ai été fortement ému. En même temps, je vous dis ça, mais il y a des livres où j'étais fortement ému et pourtant, c'est pas des coups de cœur. Et c'est aussi, oui, c'est ainsi, ça va être une histoire qui va me rester en tête et qui va me poursuivre, qui va me hanter encore quelques temps après. En général, grosso modo, c'est comme ça que je peux définir les coups de cœur. Donc là, je vais vous parler de différents romans, dans différents genres, parce que vous savez que je ne me cantonne pas en genre, je lis tout. Et également, il y a quelques graphiques. Je vais les reprendre dans l'ordre chronologique. Je vais essayer de faire appel à mes souvenirs. Bon, j'ai quand même, je vous rassure, j'ai quand même, pour ne pas vous cacher de secret, j'ai pris mes chroniques Insta, je les ai remis sur un papier, et je vais essayer de remémorer un peu, pour revenir un petit peu, quelques minutes sur certains titres qui peut-être vous donneront envie de les sortir de votre palle, ou avoir la curiosité d'aller jeter un œil pour savoir de quoi que ça cause. Mais voilà. Allez, j'arrête de parler, les intros de Trois Plombes, c'est Laurent dans toute sa splendeur. Nous sommes partis. Le premier titre, c'est Drémence de Morgan Stankiewicz, que j'avais reçu suite à un appel chroniqueur. Je m'étais jeté sur celui-là, j'avais pas trop entendu parler de ce titre, je sais qu'il était passé sur une campagne Ulule auquel j'avais pas participé, parce que je m'étais pas vraiment penché dessus. Puis je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. Noir d'Absinthe, vous savez que pour moi, c'est une maison d'édition sûre, même si franchement, faut que j'en relise, parce que j'en lis pas assez. Et je me suis jeté à corps perdu dans ce titre, sachant qu'en plus je démarrais une année où c'était pas folichon, j'avais eu, vous savez, cette fameuse panne de lecture qui avait duré un petit moment, et j'étais un peu fébrile en commençant ce récit. Et il a fallu que je m'accoutume aux premières pages, c'était assez compliqué. Alors c'est pas vraiment compliqué, mais la plume n'était pas... c'est pas, j'allais vous dire, elle n'était pas bordable, si, mais on était vraiment dans quelque chose d'assez descriptif, où il fallait vraiment s'immerger, on comprenait pas tout, et je sais que Morgane, elle a un univers bien à elle, et elle essaye de dépeindre des trucs qui sont parfois assez noirs. Donc je me suis plongé dans les premières pages de ce récit. On suit un père qui s'appelle Sébastien Drémence, qui veut aller rechercher sa fille en enfer. Voilà, on est un peu sur le mythe d'Orphée qui est retravaillé. Faut savoir que ce titre est également inspiré de l'univers d'un jeu. Alors je crois que c'est un jeu de société, ou je ne sais plus exactement, j'ai pas revérifié. Et on est à la mélange on est à la croisée des genres en fait. Vous avez d'un côté le côté très noir, très glauque, très trash, très horreur. C'est un livre qui est pour public très averti, à moins de 18 ans, c'est pas la peine d'y aller, franchement, c'est sanglant, c'est violent, même ce qu'elle dépeint, les personnages, il n'y en a pas un pour relever l'autre parce qu'ils sont tous assez mauvais. Les actes qu'ils vont mener, ils font que se perdre encore plus en fait. Puis vous doutez bien que si on va en enfer, c'est pas une promenade de santé. Donc du coup, vous avez ça, ce côté-là très horreur, très graphique en plus. Et vous avez un autre côté qui va être très SF. Alors je reste vague, parce que c'est vraiment SF, parce que non, il y a plusieurs genres dans la SF, je dirais qu'on est peut-être sur du space opéra, ouais, quelque part, pas vraiment. Enfin bref, vous verrez par vous-même si jamais vous voulez vous y plonger. Le livre est assez gros et pourtant je l'ai englouti. J'ai adoré. Au fur et à mesure du récit, Morgane va amener certains sujets, comme au début du récit, c'est pour ça que je vous le dis, pour pas trop vous spoiler, c'est qu'au début, où les hommes sont donc on est dans un futur proche, et les hommes sont un peu des coquilles vides, ils n'arrivent plus à rien ressentir, et on a toute une exposition par rapport à un tableau,
On explique comment ils arrivent à entrevoir l'art dans ce monde-là et à cette époque-là. C'était vraiment intéressant. Et il y a aussi donc l'histoire de cet amour paternel où le père est prêt à tout pour retrouver sa fille. Alors au début on comprendra pas tout, mais au fur et à mesure on va être éclairé jusqu'à un final que moi j'ai beaucoup apprécié. Et je me souviens d'avoir parlé au livre. Voilà, je vous donnais tout à l'heure les indications pour moi. Ce soit un coup de cœur. Quand je parle au livre, vous pouvez être sûr, dans 90% des cas, c'est que ça va le faire. Et là j'étais en train de lire le livre et je me souviens très bien que j'ai refermé le bouquin. Je me suis dit, mais je suis en train de lire quoi là? Et j'y suis retourné après, mais j'ai jamais lu ce genre de choses. Il y a également des illustrations de Amariane. Elles sont toutes noires, enfin toutes noires, c'est noir et blanc quoi. Et en fait, ça a été dessiné à la lame de rasoir. Ça amène vraiment une densité au récit, ça vient ouais, l'illustrer, mais on n'aurait pas pu faire autrement. Franchement, je trouve que le dessin s'y prête vraiment bien. Et voilà. Donc un premier récit pour ce début d'année qui a été très percutant pour moi. Je pense que je le relirai un jour, quand je ne sais pas, mais je le relirai. J'avais même pensé, fut un temps, à me procurer la version collector, parce que moi j'ai la version du coup brochée, hein, et il y a une version reliée qui est absolument sublime, et qui met à l'honneur justement le travail de l'illustratrice. Donc vraiment, là c'était sublime, et je trouve que Morgane, elle s'est appuyée du coup sur l'univers d'une autre personne, et elle a embelli. La beauté, ça dépend comment vous la suggérez, mais voilà, bref, vous m'avez compris. Mais c'était vraiment une très très bonne lecture qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort, et justement, ça m'a un petit peu fait comme un électrochoc. Et c'était tant mieux. Pour ce deuxième coup de cœur, on va partir sur autre chose, mais vraiment, on est carrément aux antipodes. Hein. On part déjà sur un graphique, donc c'est pas la même chose. On est sur un manga en 2 tomes. C'est chez Kiyun, dans la collection Latitude, je crois. C'est un manga qui est entièrement en couleur. Il est très beau ce manga. Il est dans la lecture occidentale parce que vous savez qu'un manga ça se lit de la fin vers le début. Et du coup là il est vraiment dans... tout le monde peut lire. Celui qui n'a pas l'habitude avec les mangas peut être un peu gêné. C'est vrai que moi ça fait des années que j'en lis donc j'y pense plus. Les temps retrouvés tome 1 et 2. Donc c'est de Keifuji, l'auteur, et Kokoro Hirai, la dessinatrice. Je crois que c'est une femme. Le postulat de départ est très simple. On va suivre un homme et une femme qui ont déjà un certain âge. Et les problématiques qui vont se poser dans ce livre, c'est est-ce qu'on peut encore aimer à un âge très avancé? Est-ce qu'on a le droit encore à l'amour malgré qu'on a déjà eu une vie avec quelqu'un, que cette personne-là est partie, qu'on se retrouve seul? Est-ce qu'on peut de nouveau partager cet amour avec une nouvelle personne? Problématique que ça peut engendrer aussi avec nos enfants, la famille proche et tout ça. C'était franchement un très beau manga en 2 tomes, qui prend vraiment son temps, enfin dans le sens où on prend vraiment le temps d'argumenter sur les problématiques que je viens de vous présenter. Et c'était vraiment sympathique à découvrir. J'étais très ému par ce titre. Même s'il y a ces questions qui viennent poser les bases de ce récit, on abordera aussi l'amour à différents âges, parce que du coup on va voir 2 personnes âgées, je ne sais plus le nom des personnages, mais également leurs enfants qui ont également des soucis, qui eux aussi sont en couple. Il y a aussi le petit-fils ou la petite-fille, je crois, on aborde également l'amour à son âge à elle. Donc déjà il y a tout un dégradé à ce niveau-là qui était vraiment très intéressant. Il y a aussi cette notion où, comme je vous dis, les 2 personnages, je crois que c'est les 2 personnages, sont veufs. Et du coup, même eux culpabilisent à l'idée d'avoir la flamme qui renaît avec quelqu'un d'autre. Et on se dit, est-ce que je suis pas en train de trahir la personne avec qui j'étais avant, alors que la personne n'est déjà plus là. Et comme le récit est en 2 tomes, l'autrice prend le temps de nous... Ou l'auteur, je ne sais pas si c'est un auteur ou une autrice, bref, l'auteur on va dire, est amené à prendre le temps de nous expliquer tout ça. Alors c'est jamais trop rapide je trouve, c'est jamais trop lent non plus, je trouve que c'est bien équilibré. Et on va nous présenter tout ça. Moi j'ai fini vraiment, voilà, il y a un petit côté mélancolique, nostalgique également. Et j'ai fini, j'avais les petites larmes aux yeux et c'était vraiment un beau texte, c'était une belle histoire. Et le fait que le manga était en couleur, ça apporte en plus quelque chose, un petit plus quoi, parce que les mangas en général c'est en noir et blanc quoi. Donc là c'était vraiment vraiment sympathique. Et si vous ne lisez pas beaucoup de mangas, vous pouvez y aller. Même si c'est japonais, franchement ça se ressent pas trop au niveau du texte, parce que je sais que des fois il y a des références culturelles. Là c'est pas le cas. Franchement c'était vraiment un super manga, j'ai adoré. Enfin vous doutez, si c'est un coup de cœur c'est que j'ai adoré. Alors attention, là je vais vous parler d'un titre, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je l'ai lu en compagnie de Sandrine, Le voyage de l'Esquimau. Ce titre c'est Zephyr Alabama de Robert McCammon. Je sais, donc c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Je vous en ai déjà parlé et reparlé et re-reparlé et je pourrais encore en parler 1000 ans. Pareil, c'est un titre que je relirai. Je pense que la plupart des titres qui sont présents ici, je les relirai.
C'était magnifique, c'était sublime. C'est un récit qui est quand même assez lourd, hein. Je crois qu'il fait 600 ou 650 pages, c'est pas forcément écrit très gros. Faut s'immerger dans le récit, ça prend le temps de démarrer. On est tout d'abord sur une espèce d'intrigue policière. On suit un jeune garçon qui s'appelle... je ne sais même plus comment il s'appelle. Cory, voilà, Cory. On est en 1964, Cory il a 11 ans. Et il va un peu nous expliquer son quotidien, donc de petit garçon. C'est raconté avec le Cory adulte, c'est le Cory adulte qui va nous confier ses souvenirs d'enfance. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi dans la plume, parce qu'on aura la maturité du Cory adulte qui va percevoir les choses d'une autre façon, mais il laissera aussi le Cory enfant s'exprimer, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup il y aura plusieurs niveaux de compréhension par rapport à ce qui se passe. Donc on va être sur une période clé, c'est une période où Cory va vivre ses derniers instants d'enfance, d'innocence. Et à la fin de cette histoire, il va devoir grandir. Donc on le suit là, avec son papa et sa maman, il a des copains, tout ça, tout va bien pour lui, jusqu'au jour où il est en train d'aider son père. Il accompagne son père qui livre le lait chez les gens. Et d'un seul coup, il y a une voiture qui traverse la route, qui finit son chemin dans un lac. Donc Cory et son père s'arrêtent, le père de Cory essaie d'aller sauver la personne qui est au volant de la voiture, et là il se rend compte que la personne qui est au volant de la voiture, elle est menottée et elle est déjà morte. Donc il ressort de l'eau, Cory il croit avoir vu quelqu'un au loin, il sait pas ce qui se passe, et là ça va être le début du coup de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet accident. Donc il y aura cet axe-là, mais à côté, l'auteur n'oubliera pas de nous conter la vie de tous les jours. Alors on est encore en pleine période de ségrégation, il y a du racisme, les problèmes de la ville, parce que la ville donc de Zéphyr est très importante aussi. Il y a énormément de choses qui sont plus ou moins exploitées à long terme, ça dépend. Il y a des trucs où on va parler avec sur quelques chapitres par rapport à un personnage, il y a d'autres choses qui vont être un peu plus longues. Mais il y aura toujours ce fil rouge avec cette enquête policière qui va revenir. Mais on va vivre, je crois que c'est 1 an, parce que je crois qu'il y a 4 parties, c'est une partie, une saison, avec Cory. C'était génial. Bien évidemment, il y a un côté nostalgique qui s'installe, parce que moi je me suis revu, moi je suis un enfant de la campagne, donc je me suis revu enfant comme Cory, qui est avec son vélo, je ne sais plus comment s'appelle son fameux vélo, Roquette, voilà, qui est important aussi dans le récit, et je me suis revu avec mes copains, aller me balader dans les champs, tout ça. J'ai vraiment eu ce côté nostalgique qui a ressurgi. Il y a vraiment, je trouve, l'auteur arrive à nous rendre nostalgique à un moment qu'on n'a pas connu, donc les années 60, moi j'étais bien évidemment pas né. Et il y a aussi tout ce contexte économique où on nous montre que ça va basculer dans quelque chose de plus moderne, de plus commercial, de la grande distribution qui va commencer tout doucement à arriver. On le voit notamment par rapport au travail du père. C'est plein de petites touches aussi qui viennent raconter une époque. Et derrière tout ça, il y a également aussi la relation père-fils entre Cory et son papa, qui était vraiment très belle aussi. Donc c'était vraiment un très très bon récit, teinté de réalisme magique. Donc comme on voit tout du regard d'un enfant de 11 ans, forcément l'enfant va interpréter des choses qui ne sont pas telles qu'elles devraient être. Mais du coup, je sais pas, tout c'est vraiment bien imbriqué. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont ressenti certaines longueurs au fil du récit. Moi j'étais vraiment dedans, je n'ai rien ressenti. Je sais que je l'ai bouffé en 3 ou 4 jours, alors que normalement, un récit comme ça, tu te dis, quand tu commences, t'as peur. Bon, moi après c'est Sandrine qui est venue me voir et qui m'a dit on peut le lire ensemble si tu veux. J'ai dit ok. Et j'ai dit je vais y aller tout doucement. Et au final, ça aura été très vite terminé. Pareil, livre qui deviendra culte pour moi et que je ressortirai, qui était vraiment une superbe histoire. Pour repartir sur les graphiques, là c'est pareil, on est encore sorti de zone de confort, dans le sens où c'est un titre dont j'avais parlé avec ma libraire il y a très longtemps. Et elle m'avait dit, ah c'est dommage que ce titre-là n'ait plus édité parce que franchement c'est top et tout. Je me dis, ah ouais et tout, c'est quoi? Et ce titre c'est Banana Fish, c'est de Akimi Yoshida. Et il y a quelques années, alors il y a 3-4 ans je pense, ou 2-3 ans, je ne sais plus, ils ont décidé de le ressortir, de le rééditer, Panini, parce que Panini a vécu un petit peu une période de flottement. Et ils ont eu la bonne idée de ressortir Demon Slayer quand l'animé a commencé à apparaître à la télé japonaise. Et du coup ils ont eu beaucoup de succès avec ça, et je pense que ça les a aidés à ressortir d'anciens titres, dont Banana Fish. Donc comme moi, ma libraire, on avait parlé en amont, je me suis lancé. Pari très risqué parce que j'ai quand même acheté les 10 tomes. Alors c'est des tomes doubles, je crois que c'est 10 ou 12, je ne sais plus. Et je ne les ai commencés que quand j'avais toute la collection. Oui, je regarde sur les côtés parce qu'ils sont là en fait. Et du coup, je me suis dit on va y aller. Alors c'est un manga qui date un petit peu des années 90, je crois, fin 80, début 90, quelque chose comme ça. Alors déjà, faut casser tous les codes qu'on connaît sur le manga, c'est-à-dire que c'est un manga, donc c'est japonais, mais l'histoire se passe à New York.
dans les années 80. Donc le dessin va être un petit peu vintage, comme je vous dis, ça a été fait fin des années 80, début 90, je n'ai plus les dates exactes. Et du coup, on va suivre un jeune personnage qui s'appelle Ash. Donc on est à New York, on est dans le milieu de la mafia. Et Ash a son petit clan à lui en fait. Il se bat constamment contre d'autres, il a sa petite réputation qui le précède. Et il y a un grand parrain de la mafia, c'est Dino Golzin, qui lui est au-dessus de tout le monde et il essaye de surveiller un peu ce qui se passe, dont Ash qui est un peu l'enfant rebelle. Il l'a eu sous son aile et ensuite il s'est détaché de lui et il a décidé de mener sa vie. Il faut savoir que Ash, il a un frère qui a fait l'une des dernières guerres, je ne sais plus si c'est la guerre du Vietnam. Donc son frère, pendant cette guerre, à un moment, va aller aux toilettes. Et quand il revient des toilettes, il prend une mitraillette et il commence à descendre tous ses amis. On ne sait pas pourquoi. À côté de ça, Ash, du coup, quelques années plus tard, se balade dans New York avec ses potes. Et ils ont des soucis, je pense, avec un mec. Ah oui, mes souvenirs sont un petit peu vagues. Hein. Et du coup, ce mec, ils descendent. Et le mec, avant de mourir, leur dit « Banana Fish ». Ash ne sait pas à quoi ça correspond et je crois qu'il y retrouve une petite capsule ou quelque chose. Et ils vont décider de mener l'enquête là-dessus. Tout va partir de ce mot en fait. L'histoire bien évidemment ne va pas s'arrêter là. On va découvrir énormément de choses. Et Ash va faire la rencontre de Eiji, qui est un jeune japonais qui a suivi un ami photographe et qui vient sur New York. Et du coup Eiji, qui est un petit peu innocent, va se retrouver mêlé à Ash. Ash qui est un personnage assez compliqué, qui a vécu énormément de choses et qui est très jeune pourtant. Et voilà, et du coup on suit déjà un personnage, un héros qui n'est pas forcément bien sous tout rapport, je trouve. C'est quelqu'un d'assez complexe. On comprend au fur et à mesure des tomes pourquoi il est comme il est. Et Eiji va réussir lui à un petit peu percer la carapace, l'armure de Ash. Il va se passer énormément de choses. Je trouve que les tomes étaient très diversifiés parce qu'il y a des tomes où il se passait énormément d'actions, d'autres où il s'en passait beaucoup moins. On ne s'ennuie jamais. La mangaka ne se repose pas uniquement sur le banana fish, même si elle s'en éloigne pas puisque ça reste le fil rouge, mais elle va amener d'autres intrigues qui sont toujours très intéressantes. Je ne me suis absolument pas ennuyé. Le dernier tome était très fort en émotion et en plus à la fin du dernier tome il y a des histoires courtes qui viennent compléter l'intrigue principale. C'est-à-dire par exemple il y a deux personnages qu'on a connus dedans, on va découvrir comment ils se sont rencontrés et pour une fois je trouve que toutes ces histoires courtes qui viennent un petit peu densifier les personnages ne sont pas inutiles. Et ça c'est important de le souligner parce que c'est pas toujours le cas. Après comme je vous dis, il faut aimer le dessin vintage. Mais j'ai adoré ce manga et en plus cette nouvelle édition était vraiment sympa à découvrir. Et d'être remêlé dans un univers qui est vraiment pas manichéen et en plus dans les années 80, franchement moi j'ai surkiffé cette histoire que j'ai trouvé absolument géniale. En avril, pour le mois de la SF, c'est pour ça que je m'en rappelle, j'ai sorti un petit livre qui m'avait été conseillé par Frédéric Livins lorsque j'étais allé à Mons en 2022. Il m'avait confié un livre de Delphine Schmitz qui s'appelle L'Amérique de l'étrange. Et il m'a dit, tiens Laurent, j'ai ce titre-là et tout, il fait, je suis sûr que toi ça va te plaire. Je retourne le titre, je commence à lire le résumé. On est un petit peu, en gros, sur le X-Files, mais autant des cow-boys. Voilà, je vous en dis pas plus, je pense que le cadre est vraiment bien mis. Et je me suis dit, bah cool, je vais lire ça. C'est un récit assez court, alors aujourd'hui le trouver, vous trouvez que sur le marché de l'occasion ou peut-être en bibliothèque, je ne sais pas, parce que c'est quand même une maison d'édition qui n'existe plus. Et c'était publié chez Sema Édition et j'ai passé un excellent moment. Alors on n'est pas sur un coup de cœur dantesque, mais il y a quand même un petit coup de cœur parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. On suit donc deux personnages qui s'appellent, je ne sais plus, il y a Thémis Newton et Spook. Thémis, elle, donc on est à la fin du 19e, voilà, c'est l'époque de la ruée vers l'or et tout ça. Et Thémis, en fait, elle est chez les flics, mais voilà, le fait que c'est une femme, bah, elle n'est pas super bien acceptée et tout ça. Et elle va faire la rencontre de Spook, c'est dans Star Trek là. Et elle va rencontrer Spook qui est un journaliste. Et ensemble, ils vont commencer à mener des enquêtes parallèlement à ce qu'elle fait en tant que policière. Chaque chapitre va correspondre à une enquête, alors je ne sais plus, il y en a 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et il y a un petit fil rouge en dessous. Alors j'avais un petit peu peur en commençant le récit, je me suis dit ouais, elle veut rendre hommage parce que ça se sent fortement à X-Files. Voilà, rendre hommage, il faut toujours arriver à ce qu'il y ait cette fibre nostalgique qui soit présente tout en réussissant à s'en les noyer et avoir sa propre identité. Et je trouve qu'elle y est arrivée vraiment bien. Alors c'est sûr que les enquêtes font peut-être 20-30 pages, je ne sais plus exactement, donc c'est résolu assez facilement. Il y a toujours un petit côté fantastique, mais c'était vraiment sympa. Il y avait la petite touche féministe qui était vraiment, voilà, qui parfume un peu le personnage sans être non plus trop moralisateur et tout ça. Et c'était génial. La seule déception, c'est qu'il n'y a que ce livre-là.
Moi j'aurais vraiment voulu que ça continue en fait, qu'il y ait d'autres aventures avec ces deux personnages que j'ai trouvé très rafraîchissantes, ça changeait beaucoup de ce qu'on pouvait voir, et puis le fait de remettre un peu au goût du jour, de rappeler aux gens que voilà, la série X-Files était là et qu'elle existe aussi à travers cette histoire, parce que sans X-Files il n'y aura pas cette histoire. C'était vraiment génial, j'ai eu l'impression de redécouvrir un peu ça quoi. Et moi je suis très attaché à cette série, et du coup je trouve que le job était super bien fait. J'avais l'impression de découvrir une nouvelle série télé, et le fait qu'il y avait tout ce qui était western derrière, pareil c'était présent sans y être de trop, il y avait un côté très moderne, un peu anachronique. C'était vraiment sympathique. J'ai passé un excellent moment. Alors là, je ne sais plus, on était à quelle période. Je me rappelle pas de tout, parce que après le tour de la SF, je m'en souviens. Je ne sais plus. Mais je l'ai lu en lecture commune avec Jérôme. C'est Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. C'est un des premiers titres qui est sorti de chez Sabran. Alors je sais pas si c'est le premier, mais c'est un des premiers. Et je crois qu'on l'a lu au mois d'août. Il me semble que c'est au mois d'août avec Jérôme. Et voilà, Jérôme m'a dit, bah écoute, si tu veux, on lit ensemble et tout, je ne sais plus comment ça s'est goupillé. Et je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas. Donc moi, là-bas, j'avais acheté ce titre quand il était sorti au mois de mars ou avril, parce que j'étais en train de faire God of War Ragnarok. Et il faut savoir que la nouvelle série de God of War, la première était sur la mythologie gréco-romaine, et la nouvelle était sur la mythologie nordique. Donc moi, la seule référence que j'avais, c'était celle du jeu vidéo, qui forcément a réécrit certains mythes, à modifier certaines choses pour coller à leur nouveau scénario qui voilà, va se baser sur les mythes nordiques, mais pas seulement. Il faut aussi qu'ils étoffent un peu les choses et qu'ils les modifient un peu. Bref, je n'avais que ça comme base. Et du coup, je suis parti. Je sais que Jérôme avait quand même un bagage beaucoup plus solide que moi à ce niveau-là. Et voilà, à travers cette histoire, on va découvrir la vie de Angerboda. Donc Angerboda est une des figures de la mythologie nordique, bien évidemment. Elle est très peu présente dans God of War, on la voit un petit peu, mais sans plus. Mais moi, je ne connaissais absolument pas le personnage. Autant la mythologie gréco-romaine, je m'y connais un peu, comme la plupart d'entre nous, c'est la plus connue. Autant là, j'avais plus de lacunes, on va dire. Et je me suis laissé porter. Donc on est sur un roman d'ambiance quand même, un roman avec une vision très féministe. Je pense que c'est ça le côté moderne qui est apporté par ce récit. Et on va découvrir la vie de cette femme. Alors il se passe pas des foules de choses, je sais pas pourquoi, j'ai été complètement envoûté par ce texte. J'ai vraiment adoré, il m'a vraiment beaucoup ému. C'est la vision d'une femme, mais également d'une mère, d'une guerrière, d'une sorcière qui va subir énormément de choses. Pourtant, derrière, même si on apprend énormément de choses sur elle, on fait sa connaissance à un instant T, mais elle a déjà vécu avant, on ne sait pas ce qu'elle a vécu avant. Et elle va vivre plein de trucs. Et c'est là qu'on se rend compte que malgré que la mythologie nordique, ça date de... il y a un côté très moderne derrière. Et je sais pas si à quel moment Geneviève Gornichek a amené les choses, mais j'ai beaucoup aimé le portrait de cette femme qui est courageuse, combattante, qui va beaucoup souffrir, elle va vivre mille et un trucs. Il y a un côté forcément magique parce qu'il se passe des trucs, tu te dis dans la vraie vie tu peux pas faire ça. Mais je sais pas, j'ai pas de défaut à apporter, j'ai passé un excellent moment. Est-ce que je le relirai un jour? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est le titre. C'est ce genre de roman, vous savez, qui est arrivé à l'instant T et où il y a eu une synchronicité qui s'est faite. C'était le bon moment. C'était ce rendez-vous l'ivresse qui était là maintenant. Mais j'ai passé un merveilleux moment. C'est pas un livre pour tout le monde, dans le sens où ça passe ou ça casse. Soit vous allez adhérer et vous allez adorer ce livre, soit vous allez commencer à lire et vous allez dire putain il se passe rien, on se fait chier quoi. Et c'est pas la peine de continuer parce que c'est, ouais, il y a vraiment un truc. Et moi j'ai vraiment eu cette connexion avec ce personnage que j'ai mais tellement surkiffé. Et Cœur de sorcière reste, c'est ça en fait, c'est le cœur de cette sorcière. Et j'ai trouvé ça génial, c'était vraiment top. D'ailleurs j'ai pas lu de Sabran Edition depuis. Et on arrive déjà au dernier titre de cette série de coups de cœur que j'ai eu. Vous voyez, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je me suis rendu en octobre dernier à la première édition du Frisson Festival à Reims, donc à côté de chez moi, consacré à la littérature horrifique. C'est le seul salon, je crois, qui existe en France sur cette littérature-là. La littérature horrifique actuellement dans le marché littéraire, c'est pas quelque chose de très bien vu. C'est dommage parce que c'était très connu dans les années 80, puis après tout le monde a été un petit peu réticent. Il y a quelques titres par-ci par-là qui ressortent, je vous dis, comme chez Noir d'Absinthe, quelques autrices comme Morgane Cossarieux qui arrivent à amener dans certaines maisons d'édition ce côté horrifique, mais ça reste assez timide. Vous avez aussi la collection Carnage,
Vous avez l'autrice Violaine de Charnage qui ramène aussi ce côté-là, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, c'est assez timide et peu de maisons d'édition sortent une collection consacrée à l'horreur. Alors que c'est dommage parce que l'horreur, c'est pas juste du gore, c'est pas juste du sang, c'est pas juste du trash, c'est aussi beaucoup d'allégories, beaucoup de métaphores sur des choses qui existent actuellement. Et voilà, moi j'en suis très friand, je ne suis pas le seul. Il y a énormément de monde qui aime ça, mais je sais pas quelle maison d'édition va un jour se dire allez, on lance une collection et que ça cartonne. Si c'est bien fait, franchement, ça peut le faire. Je sais, alors c'est pas un partenariat, c'est pas un placement de produit, tout ça, vous me connaissez, hein. Il y a les éditions Faute de Frappe qui vont rééditer et éditer des titres de la collection Gore des années 80. Donc il y a des titres qui n'avaient pas été édités à l'époque qui vont être édités aujourd'hui. Il y en a 6 de prévus actuellement. Il y a eu une campagne participative au mois de décembre. Et le premier tome est sorti déjà au mois de janvier. C'est La Nuit des Morts Vivants. Donc un roman, je crois, qui a inspiré le film de Georges Romero. Et voilà, donc c'est assez timide, je pars un peu dans tous mes délires, bref, je m'éloigne un petit peu de tout ça. Et dans cette littérature, alors je dirais horrifique, là on sera plus sur du roman noir, il y avait un invité de marque qui était Patrick Sénécal. Du coup, moi avant de me rendre au salon, j'ai dit il faut que je découvre un de ses titres, j'en parle un petit peu avec lui au salon, et qu'il me le signe. Chose faite, j'ai jeté mon dévolu, j'en avais 2, j'avais Alice et les 7 jours du Talion. J'ai jeté mon dévolu sur les 7 jours du Talion et ce fut mais absolument génial. Alors j'avais hyper peur de commencer ce titre, parce que j'en avais entendu des vertes et des pas mûres. Pour vous faire un résumé du livre, c'est pas compliqué. C'est un homme qui perd sa fille, un tueur qui abuse d'elle et qui la tue. Et cet homme décide de se venger. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus. Et du coup, c'était... extraordinaire. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit trop trash et tout. Alors, c'est pas non plus facile à lire, hein, je vous dis pas ça, mais il y avait tellement plus que ça, il y avait tellement d'émotions, c'était très émotionnel, il y avait des métaphores qui étaient amenées, il y avait... je peux pas vous les expliquer, il faut vraiment les lire, parce qu'il y a des mystères qui s'installent au fur et à mesure du récit, et t'es là, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Et après, bing, il t'explique pourquoi, on nous expliquait la part sombre chez chaque être humain. Il revenait aussi sur cette question de la peine de mort. Est-ce que nous-mêmes, on peut prendre ce pouvoir et se dire « Moi, j'ai décidé que lui allait mourir parce qu'il m'a fait ça ». Est-ce que c'est aussi facile que ça? Est-ce que la vengeance peut amener derrière une certaine forme de repos quand on a la douleur qui est trop présente, qui nous dévore de l'intérieur? Est-ce que le fait de se venger va atténuer ce côté cannibale qu'on a en nous, ce côté carnivore qui nous dévore en fait cette douleur? Il y a aussi la notion du deuil qui est abordée de différentes manières. Pareil, je peux pas vous dire pourquoi, mais chacun vit son deuil à sa façon et à sa manière. C'était très beau, mais c'était très dur. Parce que vous vous dites, bah Laurent, t'as réussi à trouver ça beau. Oui, il y avait un côté qui était très beau, qui était très présent, parce que les personnages, vous allez voir, ils ont un côté bon, mais ils sont pas non plus manichéens, parce qu'il y a des moments où on les comprend, et on se dit, ouais, t'as raison de faire ça. Il y a des moments où on se dit, non, fais pas ça, c'est pas bien. Et du coup, on a des questions qui reviennent vers nous. C'est ce genre de roman qui te questionne toi-même. Il n'est pas très long, il n'est pas très court, je trouve qu'il est parfait. Je me suis pas ennuyé, c'était génial. Bon, le film, j'ai pas atterré du tout par contre. Mais voilà, Patrick Sénécal, je trouve qu'il a une plume absolument géniale. Ce récit était hyper haletant. J'en ai d'autres à découvrir, mais j'ai passé un excellent moment avec voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pas été redondant. Je voulais vraiment revenir une dernière fois sur ces titres qui m'ont marqué. Il n'y en a pas tant que ça, mais voilà, c'était des titres qui pour moi ont fait la différence cette année. Même si j'ai eu d'autres excellentes lectures, bien évidemment. Je ne ferai pas de vidéo flop, je n'aime pas ce principe. Mais j'ai pas envie de parler de livres que j'ai pas aimés. Je vois pas l'intérêt de les remettre en avant. C'est des titres, bah, c'est tout, ça ne l'a pas fait avec moi. Et c'est assez subjectif, hein. C'est pas parce que moi j'ai pas aimé que les autres ne m'ont pas aimé. Donc voilà, bref. Sur ce, je vous laisse. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça par contre, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les titres que vous ont fait la différence cette année, les coups de cœur que vous avez eus. Comme ça, moi après, je peux donner à manger à ma wishlist. Parce que ma wishlist, elle a souvent faim. Donc comme ça, je peux aller voir. Et peut-être que certains de vos coups de cœur deviendront aussi des très bonnes lectures pour moi. Ou peut-être aussi des coups de cœur. On ne sait pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à plus tard. Salut.